Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Voici les titres de ce dimanche 11 juin. Le président Alassane Ouattara a été reçu aujourd'hui par son homologue français Emmanuel Macron. Il est le premier dirigeant africain en visite officielle à l'Élysée sous Emmanuel Macron. Les deux présidents ont parlé de coopération bilatérale. Le district d'Abidjan est arrosé par de fortes pluies depuis hier. 2 jours de pluies diluviennes qui ont également causé de nombreux dégâts matériels. Nous ferons le constat dans quelques communes du district d'Abidjan avec nos reporters. Après un premier bateau en décembre dernier, le ministère des Transports réceptionne de nouveaux bateaux bus ultramodernes de la compagnie ivoirienne de transport lagunaire. Ces navires vont aider à résoudre les problèmes de transport et promouvoir le tourisme en Côte d'Ivoire. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Nous commençons tout de suite par la France, où le président Alassane Ouattara a été reçu ce dimanche par son homologue français Emmanuel Macron. Le chef de l'État ivoirien est le premier dirigeant africain en visite officielle à l'Élysée sous Emmanuel Macron. La rencontre a duré plus d'1 heure. Le président français a salué la dynamique économique empruntée par la Côte d'Ivoire et a réitéré le soutien de la France au processus de développement du partenaire ivoirien. Les deux dirigeants ont passé en revue tous les sujets de coopération bilatérale. Et les deux chefs d'État ont par la suite fait des déclarations à la presse. Nous écoutons d'abord le président français Emmanuel Macron. Monsieur le Président, je suis très heureux en tout cas d'avoir accueilli cet après-midi dans un jour un peu particulier pour la démocratie française. Le président Ouattara, qui est le premier chef d'État africain que j'ai la joie d'accueillir ici à l'Élysée. Et c'est un signal fort d'ailleurs de notre attachement à la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui et qui restera un partenaire essentiel pour la France. Et j'aurai à cœur tout au long de mon mandat non seulement d'entretenir, mais d'aller plus loin dans les relations qui sont les nôtres. Nous avons, tout au long de l'entretien que nous venons d'avoir avec le président, évoquer l'ensemble des sujets qui couvrent la relation à la fois bilatérale, mais aussi régionale. Et je sais l'histoire de nos pays, les épisodes difficiles qu'il y a pu y avoir, les périodes aussi difficiles que la Côte d'Ivoire a traversées, mais également la renaissance et le rayonnement qui est aujourd'hui le sien. Nous venons d'abord d'évoquer les sujets économiques, et en particulier, après quelques difficultés, le fait que l'économie ivoirienne est une des plus dynamiques aujourd'hui et des plus diversifiées d'Afrique, avec une croissance d'un peu plus de 7% en 2016, une économie qui est aussi au-dessus du taux de croissance moyen de l'Afrique subsaharienne. J'ai pu féliciter d'ailleurs le président des récentes émissions, le Premier ministre et le gouvernement à ses côtés, qui ont été faites par la Côte d'Ivoire et qui ont non seulement affiché des taux qui étaient plus faibles que les taux attendus et une sursouscription dans plusieurs devises. Ce qui montre bien là aussi que la communauté internationale perçoit ce dynamisme ivoirien. La France accompagnera cette transformation, cette modernisation économique. Nous restons aujourd'hui le premier partenaire bilatéral en faveur de la Côte d'Ivoire et nous souhaitons non seulement consolider, mais bien évidemment renforcer ce rôle. Nous avons évoqué à ce titre plusieurs partenariats en cours que je souhaite renforcer, développer et plusieurs actions économiques que nous mènerons dans les prochaines semaines, je l'espère avec beaucoup de succès. Nous avons également évoqué les épisodes récents qui ont tenté de fragiliser la situation sécuritaire dans le pays. Et je le dis ici, la Côte d'Ivoire est un exemple de sortie de crise réussie et un modèle pour beaucoup, particulier dans la région. Et à ce titre, il est pour moi très important qu'on soit arrivé à la stabilité. Donc les décisions prises par le président, son gouvernement, seront là aussi accompagnées, je le sais, par l'ensemble de l'Union européenne pour que cette stabilité soit préservée. C'est très important après ce que le pays a connu, et je considère pour ma part que le retrait de l'opération de maintien de la paix et l'élection de la Côte d'Ivoire la semaine dernière au Conseil de sécurité des Nations Unies ont consacré justement cette stabilisation politique qui est importante pour nous tous.
j'ai à ce titre félicité le président Ouattara de son engagement indéfectible pour la paix, pour la stabilité, non seulement dans son pays, et les réformes institutionnelles qu'il est en train de mener et qu'il continuera à mener vont en ce sens, sont absolument indispensables, mais également pour toute la région. Nous avons également eu l'occasion d'évoquer plusieurs questions régionales. Notre préoccupation toute particulière, évidemment, pour la situation du Mali, où j'étais il y a quelques semaines. Je retournerai dans le cadre du G5 Sahel le 2 juillet prochain. À ce titre, je pense que nous devons continuer le travail qui est fait en termes de coopération militaire, de coopération en matière de renseignement, et il est essentiel que nos pays continuent à œuvrer pour que, dans la région, nous gagnions cette bataille face au terrorisme, mais également la bataille qui permettra de prévenir les percées que font parfois ces troupes terroristes ou la capacité qu'elles ont à déstabiliser des régions en profitant de certains déséquilibres ou de la misère. Enfin, nous avons souhaité l'un et l'autre pouvoir aller plus loin sur différents sujets en termes de coopération qui, au-delà de tous les sujets économiques, culturels, politiques qui sont les nôtres et qui sont le cœur de la relation entre la Côte d'Ivoire et la France, doivent être, à nos yeux, développés, qui correspondent aux deux grands défis qui sont les nôtres. Nous avons un défi qui est la lutte contre le terrorisme et la sécurité de nos pays et de la région. Et à ce titre, nous renforcerons dans les prochaines semaines et les prochains mois, de manière très concrète, nos partenariats en matière de coopération militaire, de renseignement, de formation militaire. Et je considère aussi que nous devons donner une composante préventive à travers une coopération plus forte en matière éducative. Et là-dessus, nous prendrons des mesures très concrètes. Le deuxième défi qui est le nôtre, c'est le défi climatique. Nous l'avons évoqué, je remercie le président d'ailleurs à la fois d'avoir réaffirmé son engagement fort pour l'accord de Paris, mais d'avoir aussi réaffirmé les efforts de la Côte d'Ivoire dans ce cadre. Nous devons ensemble décider de mesures et de projets concrets qui vont en ce sens. Projets de transport urbain, projets d'assainissement de l'eau, projets d'innovation qui permettent d'accompagner ces transformations, en particulier de l'économie ivoirienne, et qui, de manière concrète, accompagnent un engagement diplomatique avec une transformation économique et sociale. Et donc la France accompagnera tout particulièrement ces projets et souhaite participer à ces derniers dans le cadre de la transformation de l'économie de la société ivoirienne. J'aurai le plaisir, Monsieur le Président, de me rendre chez vous au moment du sommet Union européenne-Afrique, puisque vous accueillerez ce sommet. Je serai donc personnellement là et nous continuerons ce travail ensemble en nous revoyant nous-mêmes début juillet, donc en marge du G20. Cette relation qui unit nos deux pays est forte, intense, et dans le cadre que je viens d'évoquer, c'est le souhait de la France de la poursuivre et de la renforcer. Je vous remercie en tout cas, encore une fois, d'être là avec nous cet après-midi. Merci, Monsieur le Président. Voilà, après le président Emmanuel Macron, je vous propose maintenant l'intervention du président ivoirien Alassane Ouattara depuis le palais de l'Élysée en France. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de me recevoir en ce jour particulier, jour d'élection, et de prendre le temps de nous recevoir cet après-midi. Et évidemment, cela montre toute la considération que vous avez pour la Côte d'Ivoire, pour mes concitoyens, et je voudrais vous en remercier. Et aussi vous féliciter pour votre brillante élection. Je souhaite qu'aujourd'hui soit une bonne journée, une bonne nouvelle en fin de journée pour vous. Et vous dire que la Côte d'Ivoire, au cours de ces dernières années, a fait des progrès importants dans le domaine économique, dans le domaine sécuritaire. Le pays va bien. Bien évidemment, nous avons, au cours des derniers mois, subi des chocs intérieurs et extérieurs qui rendent la gestion économique plus compliquée. Mais malgré cela, nous pensons pouvoir maintenir un taux de croissance d'environ 7%, comparé à la moyenne de 9% que nous avons connue au cours des 5 dernières années. C'est dire que la gestion macroéconomique et notre volonté de réduire la pauvreté sont effectivement en train de prendre et qu'au cours des prochaines années, la Côte d'Ivoire continuera d'être un modèle de bonne gouvernance, de bonne gestion
Et en cela, je voudrais saluer le rôle des entreprises françaises, le soutien du gouvernement français, et dire que pour le moyen terme, nous souhaitons mettre l'accent sur les domaines dont nous avons parlé, notamment les questions d'investissement dans les énergies renouvelables, la question de l'éducation, l'assainissement, et faire en sorte que l'environnement soit meilleur pour nos concitoyens. Et de ce point de vue, je voudrais dire également que nous saluons votre position et vos déclarations sur l'accord de Paris. Je vous ai dit tout à l'heure que vous êtes la voix des sans-voix. Nous considérons que le climat est un domaine essentiel pour les pays africains et par conséquent, nous avons ratifié l'accord de Paris et les instruments ont déjà été déposés aux Nations Unies et nous voulons vous encourager à garder ce leadership dans le monde pour améliorer la situation de l'ensemble de la planète. Au niveau de nos relations bilatérales, nous avons évoqué également les questions sécuritaires, mais également régionales. Je voudrais vous féliciter pour le voyage que vous avez effectué au Mali, à Gao. C'était un moment important de donner de l'assurance et l'espoir aux populations, non seulement du Mali, mais de l'ensemble de la sous-région, car la lutte contre le terrorisme n'est pas limitée à un pays ou à une ville, mais à toute une région et même, je dirais, à la planète entière. Nous sommes d'avis que cette lutte doit être renforcée au niveau international et nous sommes déterminés à jouer la part qui est la nôtre au niveau donc de la sous-région ouest-africaine. Je voudrais vous remercier pour le soutien que nous avons eu de la France pour pouvoir accéder au Conseil de sécurité. La Côte d'Ivoire sera à compter du 1er janvier 2018, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est un pas important. Cela fait un quart de siècle que nous n'avions pas eu la possibilité de siéger au Conseil à cause des difficultés que mon pays a connues. Et donc nous considérons que c'est une évolution importante pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région. Nous tenons beaucoup à notre coopération avec la France et également votre engagement à nous aider à démarrer très rapidement le métro d'Abidjan. C'est un projet important dans le domaine social. Abidjan est une ville de 5 millions d'habitants, mais également dans le domaine donc, environnemental, car l'environnement est quelque chose, je sais, qui vous tient à cœur. Monsieur le Président, je ne voudrais pas être trop long, je voudrais vous réitérer tous mes remerciements, la gratitude que nous éprouvons et surtout toute vraiment l'appréciation que nous avons d'être reçus en ces jours d'élection en France. Merci encore et merci de votre disponibilité. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, notez en bref que le président ivoirien a quitté Paris. Il est arrivé à Berlin, en Allemagne. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, va prendre part au sommet de haut niveau du G20. Il aura ensuite un entretien avec la chancelière allemande Angela Merkel ainsi qu'avec d'autres personnalités sur place à Berlin. Et c'est après avoir rempli son devoir civique au Touquet, dans le nord de la France, que le président français a échangé avec son homologue ivoirien. Les Français se sont donc rendus dans les urnes ce dimanche pour élire leurs députés. Les résultats du premier tour de ces législatives ont commencé à tomber. La République en marche d'Emmanuel Macron arrive en tête. Son parti aurait remporté entre 390 et 430 sièges. Le Front national de Marine Le Pen entre 3 et 10 sièges. La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon entre 20 et 35 sièges. Le taux d'abstention est de 50,4%. Le second tour de cette législative aura lieu le 18 juin prochain. Nous partons maintenant pour Bruxelles, en Belgique, d'où revient le vice-président ivoirien. Daniel Kablan-Duncan y était pour les Journées européennes du développement au nom du président de la République. 3 grands moments de prise de parole pour le vice-président ivoirien. Il a présenté la vision du gouvernement dans le cadre du développement économique en Afrique. Envoyé spécial à Bruxelles, Victorien Angoa.
Un dîner avec une centaine de chefs d'entreprise et une intervention lors du forum business sur le site Tour et Taxi. 2 rencontres au cours desquelles le représentant du président Alassane Ouattara a mis en exergue la performance économique de la Côte d'Ivoire. Avec un taux de croissance annuel de 9% en moyenne de 2012 à 2016, les opportunités d'investissement sont multiples et abondantes en Côte d'Ivoire. Des réformes structurelles et sectorielles sont en cours pour permettre au secteur privé national et international de jouer son rôle en tant que principal créateur de richesses et d'emplois, rassure le vice-président ivoirien. Comment réussir cette transformation structurelle dans un cadre macroéconomique stable? En Côte d'Ivoire, les ressources extérieures participent au financement du budget à hauteur de 20%. Et les ressources intérieures couvrent 80% du budget, dont 60% au titre des recettes fiscales et 20% provenant des emprunts sur le marché financier domestique, national et régional. En ce qui concerne notre taux de pression fiscale, nous sommes à 15-16%. Afin d'améliorer ce taux de couverture, il nous faut, à notre sens, nous appuyer sur 3 leviers. La fiscalité, on en a parlé beaucoup, mais aussi, on en a parlé un peu, la mobilisation de l'épargne intérieure et enfin les partenariats publics-privés. 50% du cacao et 100% de l'anacarde sont à transformer à l'horizon 2020. TIC, mines, hydrocarbures, infrastructures économiques, urbanisme, tourisme, hôtellerie et énergie sont autant d'opportunités à saisir. Daniel Kablan-Duncan invite les investisseurs à prendre leur billet pour la destination Côte d'Ivoire. Sur le sujet mobilisation des ressources intérieures, favoriser une croissance inclusive et lutter contre les inégalités, le vice-président ivoirien est revenu sur quelques points après le panel. Pour lui, la transformation structurelle des pays africains a été entamée, mais il faut rendre les économies plus attractives, offrir plus d'emplois, assurer l'émergence d'une classe moyenne et réaliser des infrastructures structurantes pour renforcer la compétitivité. Mais, a-t-il conclu, il faut que le financement des réformes et des infrastructures soit soutenable pour nos pays. Et loin de la Belgique, ici en Côte d'Ivoire, les épreuves écrites du BEPC démarrent demain, lundi 12 juin, pour s'achever le vendredi 16 juin prochain. Ils sont un peu plus de 355 000 élèves à l'assaut du brevet d'études du premier cycle. Les épreuves orales, je rappelle, ont eu lieu du 7 au 10 juin 2017. L'enjeu cette année est d'améliorer le taux de réussite nationale qui était de 59,11% l'année dernière. Et les candidats au BEPC ainsi que ceux du bac vont affronter les épreuves en cette saison pluvieuse. Le district d'Abidjan est arrosé, vous l'avez constaté, par de fortes pluies depuis hier. 2 jours de pluie diluvienne qui ont causé de nombreux dégâts matériels. Notre reporter Chris Diomandé a sillonné quelques communes d'Abidjan et vous allez le voir, l'eau de pluie a laissé des séquelles. Son reportage est commenté par Franck Quadio. Abidjan sous les eaux. Après 2 jours de pluie diluvienne, plusieurs communes en difficulté. Nous sommes à Cocody, dans le quartier de la Riviera Palmeraie. Ici, l'eau de ruissellement cherche son passage, obstruée par ces constructions dans ce canal naturel d'évacuation des eaux. Et cela aux grandes dames des riverains. L'évacuation d'eau pluviale de notre quartier n'arrive plus à sortir du quartier, vu cette occupation de la rive. Et cette occupation empêche l'eau de continuer tranquillement son chemin et inonde maintenant toutes les maisons qui sont de l'autre côté. Conséquence, plusieurs habitations envahies par les eaux. À Bingéville, commune voisine, le constat est tout aussi alarmant. De 22h à 3h du matin, l'eau nous arrivait, je ne dirais pas jusqu'à la taille, mais c'était impossible, impossible. La clôture est cassée, tout est tombé. Ici, tout le monde a tout perdu, ils ont tout perdu, absolument tout, il n'y a plus rien à faire. Ce terrain est marécageux, on ne doit pas faire de clôture. Donc, du coup, quand il pleut, l'eau ne pouvant plus couler de l'autre côté, l'eau dévie le caniveau à cause de la clôture et toute l'eau se déporte dans notre maison. Par endroits, le caniveau a été bouché, il a été rétréci
Donc ça fait que l'eau monte à la surface et c'est ça qui vient et qui rentre dans l'autre quartier. Cocody, Bingéville et plusieurs autres communes touchées. Le centre de météorologie annonce de fortes pluies dans les prochains jours. Le gouvernement invite alors les populations à plus de prudence, mais surtout à quitter les zones à risque. Voilà, des dégâts matériels, mais aussi humains. Le bilan de ces pluies diluviennes qui s'abattent sur la capitale économique ivoirienne est lourd. 8 morts et plusieurs dégâts matériels enregistrés. Alors, vous l'avez entendu, pour éviter les catastrophes, des actions de prévention et de sensibilisation sont entreprises par les autorités et les populations sont invitées à quitter les zones à risque. C'est un dossier de Grâce Kando. Mosikro, dans la commune d'Atekoubé. C'est ici que vit Leslie depuis 9 ans. Selon elle, la saison des pluies constitue un véritable cauchemar pour les populations vivant dans ce quartier. Quand il pleut, la voile, on ne peut pas traverser. Souvent, mais ça emporte les enfants, ça emporte nos objets de chair. Ça fait des dégâts. Les maisons qui sont en hauteur sur les côtes, là, ça tue les gens. Souvent, mais ça tombe sur les gens. Pas plus tard que les 2 dernières années, là, il y a une douche qui est tombée sur une famille complète. C'est un panier seulement que l'homme. Quand il pleut, on ne peut même pas rester dans le quartier. On est obligé de veiller qu'un matin, jusqu'à ce que la pluie sèche. C'est-à-dire, essuyer, on veille. Il ne faut pas que quelque chose de dégâts va arriver. Tout comme Leslie, Marie également pointe du doigt les dégâts que cause la pluie. Le quartier fait peur en saison pluvieuse parce que la vie même de la population est en danger. Quand il pleut aussi, souvent, les maisons qui sont sur les côtes, là, souvent il y a les glissements de terrain. Nous sommes en danger. Nous le savons, mais puisqu'on n'a pas les moyens pour quitter le quartier, donc on fait avec. Selon les autorités municipales, ces endroits ont été déclarés zones à risque et rien ne justifie leur présence. Pour éviter des catastrophes, des mesures sont arrêtées. Ces zones ont été clairement identifiées et ont été, pour la plupart, libérés de l'occupation humaine. Nous avons procédé à des démolitions, à des recasements, et malheureusement, il existe encore où les populations résistent. Nous avons décidé donc de détruire toutes ces zones à haut risque parce que ce sont les dernières couches de résistance qu'il nous faut vaincre pour éradiquer définitivement les zones à très haut risque dans notre commune. Des dispositions donc à prendre au sérieux car la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, Sodexam, annonce pour cette année une période de pluie abondante et répartie sur le littoral. Sur le littoral, les scénarios que nous avons pu obtenir nous donnent une pluviométrie qui sera supérieure à environ probable à 630 mm par rapport à la moyenne. Donc au niveau du littoral et au niveau du nord du pays, on a des probabilités de pluie qu'on aura environ 650 mm de pluie, supérieure à 650 mm de pluie. La première saison des pluies, de avril jusqu'à début juillet, et la deuxième saison des pluies va s'étendre de août jusqu'en octobre de 2017. Pour lutter contre les inondations, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, à travers l'Office national du drainage ONAD, engage des travaux pré-saison. Nous avons sur le district du Grand Abidjan des sites que nous appelons des sites critiques qui sont connus. Je pourrais vous les citer pêle-mêle, c'est le fameux carrefour de l'Indénié, c'est Banco sur la route, sur l'autoroute du Nord, pour lesquels nous prenons des précautions pour engager au préalable des travaux qu'il faut afin de réguler normalement les débits d'eau pluviale au moment de la saison des pluies. Avant de construire en ville, il faut disposer d'un document que nous appelons le permis de construire. Et lorsque les urbanistes terminent leur projet, il y a des zones qui sont délaissées parce que ces zones ne sont pas constructibles. Ces zones délaissées font l'objet de constructions anarchiques au niveau des populations. Et très souvent, ces zones délaissées sont situées vers les abords des talwergues, des lits d'écoulement d'eau,
Donc vous convenez avec moi que lorsque vous allez construire sur ces sites, vous ne faites qu'exposer, n'est-ce pas, aux familles à des menaces du jour au lendemain suite à une pluie qui arrivera. La saison des pluies rime notamment avec inondations, éboulements et effondrements. Pour prévenir ces effets néfastes, l'Office national de la protection civile a décidé de mener une campagne de sensibilisation. Cette campagne a pour but d'indiquer à la population la conduite à tenir en cette période de pluie. Leur demander de respecter les consignes de sécurité pour que la saison des pluies 2017 n'endeuille pas la Côte d'Ivoire. L'Office national de la protection civile invite également les populations à ne pas s'installer sur les sites dangereux libérés, les réseaux d'évacuation d'eau et les canalisations afin d'éviter des désagréments en période de pluie. Voilà, pluie diluvienne à Abidjan, prévention et sensibilisation, un dossier réalisé par Grace Kando. Je le disais en début de journal, après un premier bateau en décembre dernier, le ministre des Transports, Amadou Koné, réceptionne de nouveaux bateaux-bus ultra-modernes de la compagnie ivoirienne de transport lagunaire, et cela dans le cadre du partenariat public-privé. Ces navires construits en Afrique du Sud vont aider à régler les problèmes de transport des Abidjanais et surtout de promouvoir le tourisme, comme nous l'explique Francis Boifo. Cette remise officielle des permis de navigation autorise la compagnie ivoirienne des transports lagunaires Seatrans à exploiter le réseau de transport lagunaire de personnes par bateau-bus dans le district d'Abidjan pendant 25 ans. 6 bateaux réceptionnés samedi en présence du ministre des Transports pour assurer la mobilité des Abidjanais dans le cadre du partenariat public-privé. Dès le 10 juillet, nous allons accompagner les Jeux en offrant gratuitement le transport aux Abidjanais pour aller aux Jeux de la francophonie. Avec seulement la carte d'abonnement, juste après le 15 août, nous démarrons le lancement avec les lignes Abata, Plateau, Trècheville, Yopougon, Abobodoumé, Trècheville, Plateau. À bord du Lady Mayama, le bateau touriste de la Seatrans, le ministre des Transports, Amadou Koné, des dirigeants d'entreprise, des chefs coutumiers. 140 places pour les balades lagunaires et un espace de restauration. À côté, un autre type de bateau de 240 places assises, dont 40 en classe économique pour le transport des usagers. C'est 12 minutes à Bobo-Doumé Plateau, alors que le même passager avec 2 moyens de transport terrestre arrivait 1h30 et à Bata Plateau, c'est 25 minutes. Une enquête révèle qu'1 200 000 personnes ont besoin de se déplacer les jours ouvrables à Abidjan entre 6h et 9h le matin. La libéralisation du trafic lagunaire va résoudre le problème de transport dans la capitale économique. C'est à encourager pour les futurs Ivoiriens, dans d'autres domaines, de faire de pareilles choses. Ces bateaux ultramodernes ont été construits en Afrique du Sud avec le soutien des banques privées ivoiriennes. Coût total des investissements, 16 milliards de francs CFA. Zoubana, je voudrais te féliciter, non pas pour l'ambition, mais te féliciter pour l'audace. 16 milliards d'investissements faits par les Ivoiriens. Donc ici en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes n'y croyaient pas. Je voudrais profiter pour lancer un appel à l'ensemble de nos concitoyens, pour leur dire que le gouvernement ivoirien se tient à votre disposition pour encourager toutes les initiatives privées. 2 autres bateaux sont attendus en août prochain. Et je vous propose le reste de l'actualité dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué cette actualité cette semaine dans le monde? Pour nous faire une idée, nous irons au Mali, au Maroc, dans le Golfe et nous terminerons par la France, le 7 sur 7. C'est avec Sidonie Davila. Rien ne
va plus dans le golfe Persique. L'Arabie Saoudite et ses alliés ont rompu les liens lundi avec le Qatar, accusé de soutenir le terrorisme. En 24 heures, les diplomates qataris en poste dans les pays concernés ont été sommés de plier bagages. Les liaisons aériennes vers Doha suspendues. Les autorités koweïtiennes et russes tentent depuis lors la médiation pour mettre fin à cette crise. La France a présenté mardi un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU autorisant le déploiement d'une force militaire africaine. Elle aura pour mission combattre le terrorisme, le trafic de drogue et le trafic de personnes au Sahel. La France souhaite ainsi empêcher le Sahel de devenir un nouveau havre pour les terroristes. Malgré les arrestations, la contestation populaire ne faiblit pas dans la ville d'Al-Hoceïma au nord du Maroc. Mercredi, des manifestations ont eu lieu dans cette ville devenue l'épicentre du mouvement populaire qui revendique depuis 7 mois le développement du Rif. À l'origine de tous ces mouvements, la mort d'un vendeur de poissons broyé dans une benne à ordures le 28 octobre dernier. L'ex-patron du FBI, James Comey, limogé le 9 mai dernier par Donald Trump, a accablé jeudi le président américain devant le Sénat. Il accuse son administration de diffamation et de mensonges et blâme Donald Trump de lui avoir intimé l'ordre d'abandonner un volet de l'enquête russe sur un proche, Michael Flynn. Le président brésilien Michel Temer a sauvé son mandat devant le Parlement. Les juges du tribunal électoral ont décidé d'un non-lieu vendredi. Michel Temer maintient ainsi son poste. Pour autant, il n'est toujours pas sorti d'affaire. Plusieurs chefs d'accusation pèsent sur lui. Pendant 5 ans, ce conservateur avait été le vice-président de Dilma Rousseff, élu puis réélu sur le même ticket avant de lui succéder suite à sa destitution. Au lendemain d'élections qui lui ont fait perdre la majorité absolue au Parlement, Theresa May annonce vendredi la formation d'un nouveau gouvernement. Elle rassure que ce gouvernement répondra aux souhaits des Britanniques en menant à bien la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Au Mali, la fronde contre le projet de révision de la Constitution prend de l'ampleur. Une nouvelle manifestation a été dispersée samedi à coups de gaz lacrymogène. Opposition et société civile accusent le gouvernement de vouloir renforcer les pouvoirs du président. Le référendum sur le projet de révision de la Constitution aura lieu le 9 juillet prochain. S'il est adopté, un Sénat sera créé et le président pourra nommer le tiers des sénateurs. Premier tour des législatives ce dimanche en France. 47 millions d'électeurs se sont rendus dans les bureaux de vote. 7 877 candidats, dont plus de 42% des femmes, se disputent 577 sièges pour une Assemblée nationale promise à un profond renouvellement avec l'affaiblissement des partis traditionnels face à la République en marche, largement en tête devant la droite et le FN, selon les premières projections. Et l'actualité ne s'arrête pas. Notez que la coopération G20 Afrique est au centre d'une conférence de haut niveau à Berlin, en Allemagne. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé justement ce dimanche dans la capitale allemande en provenance de Paris. Le chef de l'État ivoirien va présenter les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu de notre envoyé spécial à Ouattoré dans nos prochaines éditions. Fin de ce 20h supervisé par Hugues Hervé Blé et réalisé par Edouard Kofi Sakra et Timité. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À demain, à la même heure et avec le même plaisir.